Je vais m'inscrire dans le fil de ce qu'a dit mon collègue Christian Lévesque, mais je vais centrer sur la question du fonctionnement physique et de la restauration physique. Veuillez excuser ma voix, j'ai des soucis. La première chose à remarquer, c'est que ce qui se passe en ce moment s'inscrit dans une politique de libération des rivières qui est déjà assez ancienne. Je pense aux notions d'espace de liberté. Actuellement, c'est la réactivation des marges du Rhône avec le plan Rhône 2006. Tout le monde connaît le concept de voir dernier fleuve sauvage. Donc, la continuité longitudinale qui est actuellement suivie des faits semble être dans le sens de l'histoire, et l'arasement ou l'effacement des seuils est une forme de variable d'ajustement qui paraît techniquement maîtrisable dans la recherche du bon état de la DCE voulue depuis 2000. Plus facilement maîtrisable, semble-t-il, et ça c'est important, que ne l'est la qualité de l'eau. Le dernier point de l'exposé, c'est que, de mon point de vue, la politique actuelle est fondée sur des bases scientifiques faibles, avec des coûts élevés, des résultats hypothétiques, une acceptation sociale qui est limitée et avec des pratiques standardisées qui se font sans véritable référence à l'esprit des lieux, ou disons plus simplement à la géographie des lieux. C'est un petit peut-être. Mais comment s'est faite cette montée en puissance? Je ne vais pas tout vous lire, simplement, j'ai mis des tableaux. J'ai mis à gauche les aspects réglementaires, législatifs réglementaires, à droite, je veux dire, c'est-à-dire la DCE de 2000 qui va fonder cette politique, la LEMA qui transpose la DCE en droit français, avec notamment la notion de continuité, puis viennent les deux lois Grenelle sur l'environnement, avec notamment, en effet, la migration des poissons, qui est considérée comme essentielle vis-à-vis des obstacles qui s'y opposent, le plan d'action pour la restauration de la continuité écologique de 2010, sur la base de laquelle se lancent les référentiels d'obstacles à l'écoulement. Et vous avez une carte de France en bas qui vous montre les 76 000 obstacles et qui, en théorie, il faudrait supprimer pour avoir des rivières parfaites. Des mesures récentes ont un peu modulé cela, et moi, je fais référence à deux rapports parlementaires de 2016 qui sont favorables, je dirais, à une certaine circonspection en la matière. De notre côté, sur la gauche, il y a les outils. Alors, les outils sont mis en place dès 1999 avec le SEC, système d'évaluation de la qualité des cours d'eau, SEC physique, biologique notamment, la notion d'hydroécorégion en 2004, poussée par le CMAF, et surtout le système CIRA, qui est consécutif aux intentions de la loi de 2006, c'est ce qui s'appelle le système relationnel d'audit de la géomorphologie des cours d'eau, un outil extrêmement puissant, efficace, qui dit quelle est la situation des choses en France. Et c'est de CIRA qu'est déduit le ROE de 2014. En même temps, tout en bas à droite, un petit tableau, deux choses extrêmement importantes, c'est que dès 2003, l'agence de l'eau Loire-Bretagne commande un rapport d'experts sur sa stratégie à venir en matière de seuil. Donc c'est très précoce et elle sera suivie dès 2007 de la politique de l'agence de l'eau. Donc voilà tout un système extrêmement cohérent qui se met en place et qui commence à être mis en œuvre. Tout ce système est appuyé sur le service de l'État qui s'appelle l'ONEMA, qui a été créé par la loi de 2006, et un ensemble d'études dont je ne vais pas vous détailler. Pourquoi rétablir la continuité des cours d'eau, barrages et seuils en 2011, principaux impacts environnementaux, arasement et dérasement des seuils 2011. Et puis on a ensuite des textes sur le démantèlement. Donc tout est en place en 2010-2012. Alors je vais prendre simplement un exemple pour vous montrer ce côté un peu délicat de la pratique. Vous avez en haut un extrait, une capture d'écran. C'est un rapport de l'ONEMA qui prend l'exemple d'Ardèche. Les sédiments sont piégés, dit le rapport, c'est une copie, hein, en amont du seuil. On nous montre à l'amont du seuil la zone de dépôt des sédiments, et à l'aval, on nous dit, eh bien voilà, puisqu'il y a un seuil et que les sédiments sont piégés à l'amont, à l'aval, vous avez une absence de matériaux solides. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Google, ou le portail IGN, je suis allé retrouver le seuil sans difficulté, il est à l'amont d'Aubenas, sur l'Ardèche, pour ceux qui connaissent, et là, sur la commune de... Eh bien, on a le secteur des fabriques, qu'on voit très bien sur l'image.
On voit, j'ai rajouté, c'est moi qui rajoute en jaune, le seuil, mais le seuil avec une flèche laisse passer la charge de fond. Bien sûr, il y a un dépôt à l'amont, mais j'ai retrouvé la date de ce seuil, il est de 1849. Vous pensez bien que sur une rivière comme l'Ardèche, depuis 1849, les matériaux passent. Pourquoi ne les voit-on pas à l'aval du seuil, comme le montre la photo? Mais tout simplement qu'on entre dans un goulet d'1 kilomètre de long, taillé dans des roches dures, étroits et profonds, et dans ce goulet, les crues puissantes évacuent les matériaux. Et ils vont se redéposer à l'aval dans les seuils suivants, et ils arrivent aussi au plan de l'Ardèche et du Rhône. Donc, partir de photos comme ceci, pour dire, c'est très simple, voilà, le responsable, c'est le seuil, il bloque. Moi, excusez-moi d'être aussi net, je considère que ce n'est pas très honnête intellectuellement. Voilà. Et il faut être beaucoup plus circonspect. Il y a très rarement des seuils qui piègent les sédiments, tout simplement parce que nos seuils français datent du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e, et que vous pensez bien qu'aucun, avec leur dimension, n'a été capable de bloquer la charge. Alors, voyons concrètement, je prends l'exemple de Loire-Bretagne qui a été aux avant-postes de cette politique. La carte qui est en haut à gauche vous donne l'état écologique en 2013. Quand les rivières ont une couleur rouge ou orange, l'état n'est pas bon. On voit très bien où ce n'est pas bon. C'est meilleur en Bretagne, c'est meilleur dans les hauts bassins, notamment en Limousin, ou bien dans les hauts bassins de l'Allier et de la Loire. Vous voyez. Alors, j'ai pris le projet ensuite. En bas à gauche, vous avez une carte montrant les secteurs à projet de restauration hydromorphologique. Ça veut dire effacement des seuils. Vous voyez que c'est très répandu, et on voit la Bretagne en fait relativement épargnée. Mais pour la restauration de la continuité écologique, vous voyez que c'est extrêmement dense comme tissu. Alors, zoomons. À l'intérieur de ce bassin, vous avez des PAOT, des plans d'action opérationnelle territorialisés. C'est le secteur Allier-Loire-Amont en 2016, tout récent. Ça vient de sortir en septembre. Que voit-on? 30% des cours d'eau de ce secteur sont en état très bon ou bon, c'est-à-dire bleu et vert, carte de gauche. L'objectif 2015, qui était celui de la DCE 2000, n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Pourquoi? Parce que le déclassement est dû essentiellement à des indicateurs biologiques. Et il y a stagnation des indicateurs depuis 2007, depuis bientôt 10 ans. Pourquoi? Parce que les pollutions diffuses sont graves et qu'il y a aussi des effets climatiques, des aléas climatiques. Alors, quelle est l'analyse qu'on peut en faire? C'est que priorité est donnée aux actions de restauration physique, effacement des seuils, pour restaurer la continuité et pour faire évoluer favorablement des indicateurs biologiques dégradés et qu'on ne sait pas traiter. Sur un coût total pour ce secteur territorial de 103 millions d'euros, le coût de l'effacement des seuils s'élève à 93 millions d'euros. Je me permets d'aller au-delà peut-être de ce qui est raisonnable, mais je m'interroge sur l'efficacité de cette mise de fonds. Est-elle pertinente? Quels sont les commentaires que l'on peut faire? D'une part, c'est une politique qui a été, de mon point de vue, je n'engage que moi, mais le fait que je sois à la retraite me donne maintenant une certaine liberté. C'est une politique lancée sur des bases scientifiques faibles. Quand elle a été lancée, il n'y avait pas d'études nationales, il y avait quelques études américaines ou anglaises, très peu en réalité. Les synthèses qui ont servi à mettre en place cette politique l'ont été à dire d'experts, et uniquement à dire d'experts, et une poignée d'experts. Sur quoi se sont basés les experts? Sur des études assez évoluées, bien connues, concernant les barrages, les grands barrages. Et on en sait beaucoup depuis les années 70. Et on ne sait rien sur les seuils. Il n'y a pas de littérature sur les seuils. Alors on dit que les bénéfices, et honnêtement, les rapports disent que les bénéfices de l'arasement sont potentiels, que les formes et les temps de la récupération seront très variables. Je vous ai montré les rapports tout à l'heure sur une diapo. De rares études approfondies soulignent que les états de référence, vous connaissez la notion d'état de référence, ce vers quoi on aimerait aller, sont critiquables. Ils sont retenus dans les cas de rivières à faible énergie, et mon collègue Lespès, qui a fait des études, à mon avis, les plus poussées en France à ce sujet, explique que
il n'y a pas de référence aux héritages du passé. Ce sont des études beaucoup trop sectorielles et sans suivi, je disais tout à l'heure. Les retours d'expérience sont très peu documentés. Je viens de trouver un document de l'agence Adour-Garonne. Il y a 7% de suivi prescrit après restauration, après autorisation, mais on ne sait pas comment ils seront réellement mis en œuvre. Donc, étude insuffisante des effets réels. Pas d'études avant, pas d'études après. Donc, conclusion, la prise en compte des lieux, la prise en compte des territoires est absente. Pour moi, je te rejoins, une politique nationale, normée et rigide, conçue sur des bases de données informatisées, extrêmement puissantes, sont loin de découvrir, de trouver la complexité réelle. Quelles sont, pour terminer, les recommandations que je pourrais permettre de faire prudemment? D'abord, ça va de soi, travailler sur les effets environnementaux des seuils et ne pas tout déduire des barrages. On est dans des logiques différentes, des échelles différentes. Et le faire à l'échelle de bassins homogènes. On ne peut pas généraliser en France. Je te suis aussi. Il faut réaliser des bilans critiques des opérations d'effacement et arasement. Jamais de très bons bilans critiques n'atteindront les sommes que j'ai citées tout à l'heure. Jamais. Il faut les faire dans des contextes géographiques différents, dans les Cévennes, en Normandie, dans les Alpes, un peu partout. Et il faut en tirer des leçons objectives avant de systématiser. De mon point de vue, la systématisation a été trop précoce. Pour les projets à venir, il faut des études d'impact plus complètes, bilan sédimentaire, je n'ai pas le temps d'expliquer en quoi ça consiste, découverte des sources sédimentaires, d'où viennent des sédiments. Est-ce qu'il y a encore des sédiments aujourd'hui qui arrivent aux rivières dans certaines régions complètement reboisées et abandonnées? Très peu, très peu. Pourquoi? Parce que les sédiments qu'on a dans beaucoup de rivières françaises sont hérités d'une époque qui a été très dure sur le plan climatique et de l'érosion. Ça s'appelle le petit âge glaciaire et ça s'est terminé à la fin du 19e. Aujourd'hui, nous avons un déficit sédimentaire en France. Ce qui fait que si on casse des seuils, si on remobilise des sédiments, si on les fait descendre, que vont-ils faire à l'aval? Et deuxièmement, seront-ils remplacés à l'amont? Question suivante. Est-ce que les habitats, dans leur diversité, en profiteront véritablement? Et autre aspect très intéressant, c'est l'aspect des contradictions entre les politiques. Bientôt, dans l'agence Loire-Bretagne, il va y avoir une réunion sur l'effet des têtes de bassin. Les têtes de bassin ont été désignées par le CEMAGREF, et notamment le service hydraulique du CEMAGREF dès les années 2000, comme le lieu même où devaient s'amortir les crues. Les têtes de bassin sont les lieux où il faut retenir l'eau. Or, actuellement, on propose de casser les seuils des rivières dans les têtes de bassin. Est-ce que ces deux politiques sont compatibles? Donc, de mon point de vue, il faut concilier les politiques, il faut examiner si les éléments d'une politique des cours d'eau sont compatibles et ne sont pas contradictoires. Enfin, évidemment, mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, c'est insérer la composante économique et patrimoniale dans le processus de sélection des opérations. Je ne suis pas contre les opérations, mais il faut les sélectionner avec beaucoup de rigueur et de prudence. Et je termine par quelques diapos pour vous montrer comme c'est horrible le paysage des seuils. Je plaisante, bien sûr. Il s'agit de quelques seuils d'Ardèche qui a été photographié par une collègue qui est responsable du moulin en Ardèche. Vous voyez que l'eau passe, les sédiments passent, les poissons, tout ne passe pas, mais va-t-on faire monter des saumons dans les rivières de la Haute-Ardèche? C'est pas certain, c'est pas forcément utile. Donc voilà, on est devant des paysages magnifiques. Je n'ai pas montré les moulins, parce qu'en Ardèche, dans beaucoup de régions françaises, il n'y a pas que le moulin, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup d'Ardéchois comptent sur la baie halière, le seuil et la baie halière associés pour arroser des jardins, pour arroser des châtaigniers, pour faire vivre la montagne. Donc voilà, je termine sur quelque chose que j'aimerais voir conservé dans le paysage français. Merci.